Hello et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Zone de Confort. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, eh bien, mets-toi à l'aise, sers-toi une tasse de café, branche tes casques and let's go, parce que ça va être fun. Chers auditeurs, aujourd'hui 8 mars, c'est Journée internationale des droits de la femme. Je vous propose d'explorer le poids de la parole de la femme au XXIe siècle. Pour ce faire, je reçois pour vous Emmanuelle Roset, une amie, une femme incroyable que j'admire beaucoup et que j'ai la chance de fréquenter. Bonjour Manu et bienvenue à mon émission. Comment ça va? Salut Chris, ça va? Merci de m'avoir invité. Ouais. Alors Manu, pour les auditeurs, moi je te connais, je sais que tu es une femme exemplaire, voilà. Mais bien sûr. Pour moi, et puis est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs? Je m'appelle Emmanuelle Roset, j'ai 46 ans. Je suis la maman de 3 charmants bambins, un de 16 ans, une fille de 14 et une petite dernière de 8 ans. Je travaille dans le domaine de la RSE pour Gaz de Strasbourg et les réseaux de chaleur. La RSE, en fait, c'est l'impact sociétal et environnemental des entreprises sur la société, c'est-à-dire que j'interviens au niveau de l'environnement, mais aussi au niveau de l'accueil des publics, soit pour féminiser effectivement la profession, soit aussi pour accueillir les personnes issues de la diversité. D'accord. Le monde, nous le savons, a connu quelques améliorations, quelques évolutions sur la condition de la femme. Quelles sont, selon toi, les plus importantes? Il y a le droit de vote. Après avoir enfin reconnu que les femmes avaient une âme. Ensuite, elles ont eu une voix. Et ce qui me semble important aussi, c'est ensuite la possibilité de disposer de son corps. Donc l'IVG, pour commencer. Ensuite, la généralisation de la contraception, parce que l'IVG, c'est quand même relativement violent, donc c'est quand même mieux de l'éviter. Mais c'est important que ça existe. Et puis, je pense qu'il y a encore quelques avancées qui vont devoir se poursuivre. Très bien. Aujourd'hui, quel serait, à ton avis, les progrès encore nécessaires à faire pour parvenir à l'égalité homme-femme? Pour parvenir à l'égalité homme-femme, ce qui serait chouette, c'est de ne plus avoir besoin de genrer. Mm-hmm. Que ça devienne naturel, un homme, une femme, peu importe. C'est la compétence qui doit, pour le domaine de l'emploi, c'est la compétence qui doit faire foi. Et qu'il n'y ait pas de métier qui soit fléché homme ou fléché femme. Et qu'au niveau familial, intrafamilial, il n'y a pas non plus d'activité fléchée homme ou fléchée femme. Mm. Alors Manu, je sais que tu es mère de 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. Est-ce que l'éducation que tu donnes à ton fils est le même que celle que tu donnes à tes filles? En fait, à ce niveau-là, justement, c'est pas du tout genré, à mon sens. L'éducation n'est pas la même que ce soit pour mon fils, pour ma fille ou pour mon autre fille, mais elle est personnalisée. C'est-à-dire qu'on doit adapter l'éducation au caractère, à la personnalité, au caractère des enfants, mais pas du tout à leur sexe. Donc non. Et puis, à mon sens, le rôle des parents, c'est de mener les enfants à l'autonomie. Donc, mon objectif est que mon fils, comme mes filles, puissent vivre en toute indépendance, seuls ou accompagnés, mais qu'ils sachent tout faire, qu'ils n'aient pas besoin de se reposer sur quelqu'un ou de compter sur quelqu'un pour faire les actes habituels de la vie quotidienne. C'est une question un peu embarrassante parce que je connais la réponse, mais je la pose quand même pour les auditeurs. Est-ce que selon toi, les tâches domestiques sont assez réparties dans un foyer entre la femme et l'homme? Alors, j'imagine que tu parles pas de chez moi. Non. Parce que chez moi, c'est pas du tout réparti, vu que c'est mon mari qui fait tout. Mais j'ai cru entendre que c'était pas le cas partout et qu'effectivement, les femmes avaient, on va pas dire double peine, parce que c'est chouette de s'émanciper, de pouvoir travailler, avoir une activité professionnelle.
Mais quand on revient d'avoir bossé toute une journée, d'avoir en plus, je vais pas dire la charge des enfants, parce que c'est aussi un bonheur d'avoir des enfants, mais c'est fatigant quand même. Et après l'entretien du logement, tout ça, voilà, je trouve que j'ai entendu dire que ce n'était pas du tout équitable. Que penses-tu de l'égalité salariale entre la femme et l'homme? Alors là, il y a 2 volets de réponse. À même niveau de qualification, à même emploi et à même ancienneté, il apparaît en France, si j'ai bonne mémoire, qu'il y a 20% de salaire en moins versé aux femmes par rapport à un homme. Oui. Mais il faut aussi voir que les emplois les plus rémunérateurs sont souvent occupés par des hommes plus que par des femmes. Et les petites mains qui font le ménage, les petites mains au supermarché qui passent les produits en caisse, les petites mains au quotidien sont bien plus souvent des femmes que des hommes, et du coup elles ont aussi un salaire qui est moindre. Donc c'est là aussi qu'il faut penser à l'égalité homme-femme, en termes de salaire à compétences équivalentes et à job équivalent évidemment, mais aussi répartition des emplois, aussi bien pour les hommes que les femmes. Après, pour les hommes aussi, c'est stigmatisant, parce que c'est rare de voir un homme occuper le poste de sage-femme. Ça, c'est sûr, oui. J'en connais. Mais voilà, faut pas s'interdire non plus, quand on est un homme, d'avoir une activité professionnelle qui serait plus fléchée, effectivement, féminine, parce que ça n'enlève rien à la masculinité d'occuper un emploi d'assistante maternelle. Et ça aussi, je pense que c'est aussi en rapport avec les stéréotypes que la société a fondés des métiers qui sont censés être exercés que par des hommes et des métiers qui sont censés exercer que par des femmes. Du coup, ça crée un peu... Ceci dit, quand il y a eu les guerres mondiales précédentes, les femmes ont bien fini par remplacer les hommes dans l'industrie, dans les champs. Donc, quand il faut, on peut. D'accord. Visiblement. Ouais. Visiblement, oui. Est-ce que on a déjà vu dans quelques pays des femmes présidentes, puisque nous sommes en France, donc on va aussi parler de la France. Est-ce que tu penses qu'il serait possible d'avoir un jour une présidente de la République en France? Mais je pense qu'on s'en approche à grands pas. Et puis, ne serait-ce qu'au niveau local, quand on observe qui se trouve à la tête de l'Eurométropole de Strasbourg, qui n'est quand même pas une toute petite bourgade, on a quand même des femmes qui y sont, et qui n'y sont pas par discrimination positive, hein, ils y sont parce qu'elles ont des convictions, qu'elles ont prouvé leurs compétences, et je ne pense pas qu'elles soient à ce niveau de responsabilité, parce que c'était dans leur objectif, dans leur plan de carrière. Je pense que c'est vraiment les convictions qui les ont menées où elles se trouvent, associées à la compétence. D'accord. Ouais, ça c'est clair, oui. Si elles peuvent être à ce niveau-là ici, pourquoi ne pas gouverner un pays? Oui, très bien. Est-ce que tu penses que le machisme, on dit, le machisme a encore de beaux jours devant lui, parce que bon, après, ça existe encore aujourd'hui, mais est-ce que tu penses qu'à l'avenir, ça va encore exister? Je pense que oui, le machisme est loin d'être mort. Après, je crois aussi que ça, les hommes pensent ce qu'ils veulent, et ils font les choses telles que ça les chante. Mais je sais bien. Non mais oui. Voilà, donc tu as le droit de penser ce que tu veux, mais ça n'empêche pas la femme de faire ce qu'elle veut aussi. Donc au bout d'un moment, quelle importance ce qu'ils pensent, à partir du moment où moi je fais ce que je veux et je vais où je veux aller. Là où ça me pose problème, c'est quand le machisme s'associe à la violence, aussi bien verbale que physique, et que là, ça contraint la femme à se vêtir différemment, à se comporter différemment pour rentrer dans des stéréotypes qui ne rentrent pas, a priori,
dans leur mécanisme d'origine. Si tu étais ministre de l'égalité homme-femme, quelle serait ta première mesure? Alors là, la première mesure, je pense que j'imiterai un petit peu ce qui se passe dans les pays du Nord. En fait, tu es trop jeune pour savoir ça, mais quand on a une vie de couple juste homme-femme, c'est facile, c'est gentil, tout va bien. Après, quand un enfant arrive, ça c'est un cataclysme, et c'est là qu'effectivement les choses peuvent évoluer, entrer dans certains travers au niveau de l'équilibre dans le foyer avec l'enfant et toutes les activités qui sont associées. Et je pense que si, dès le départ, dès l'arrivée de l'enfant dans le foyer, sa place était vraiment centrale et également répartie entre l'homme et la femme, ça simplifierait énormément les choses. Et du coup, ma première mesure, ce serait d'imposer à l'arrivée de l'enfant un congé de paternité qui soit équivalent pour l'homme et pour la femme, ou qui soit partagé entre l'homme et la femme, mais kiff-kiff. Exactement pareil. Qu'il y en ait autant pour l'un pour l'autre, pour que la place soit partagée. Vraiment. Oui, effectivement, oui. Qu'est-ce que être une femme au XXIe siècle, selon toi? Mais quand je dis selon toi, c'est selon toi et selon ce qui se passe à côté de toi, dans ton entourage, voilà, en France, ailleurs, voilà, ce que tu vois. Être une femme maintenant, je pense qu'en fait, je vois que la condition féminine, si on n'y prend pas garde, elle s'est améliorée, et ce serait bien qu'elle continue de s'améliorer. La situation est complexe dans le sens où on est les héritières des actions des générations précédentes. Et du coup, on a une sacrée responsabilité, c'est-à-dire non seulement il faut qu'on réussisse à maintenir ce niveau, mais on doit le développer aussi. Alors qu'on voit que la tendance serait plutôt à la perte de liberté et d'autonomie. On voit des pays qui veulent supprimer l'IVG, ne serait-ce qu'aux États-Unis, avec ce charmant Donald Trump qui avait l'air de bien apprécier les femmes et la condition féminine. Donc je pense qu'il faut vraiment faire très attention à ça, et du coup la place de la femme actuellement est bien plus vernie qu'il ne l'était au début du siècle ou au milieu du siècle. Mais prenons garde, faisons attention, poursuivons le chemin pour que nos enfants aient une situation encore meilleure, que nos filles aient une relation encore meilleure. Très bien, Manu, merci. La question, non, ça m'embête pas la question. Chaque année, le 8 mars, en fait, on célèbre la femme. C'est quelque chose qui me dérange un peu. Bon, après, je suis pas une femme, donc je peux pas trop savoir ce que ça fait. Mais est-ce que tu penses que il faut célébrer cette journée-là? Parce que souvent, il y a, par exemple, des relations de couples, hommes-femmes, qui se font pas tout le temps des cadeaux, et quand ce jour arrive, le 8 mars arrive, le mari, par exemple. C'est comme la Saint-Valentin, quoi. Exactement. Il a fait des secrétaires. Où le patron, il arrive avec son bouquet, il lui balance au visage l'assistante, hop là. Exactement. Et moi, ça m'embête. C'est un prétexte, en fait. Moi, je pense que c'est un prétexte pour parler des situations, pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Et sur ce qui permettrait de progresser. Donc ces journées-là sont nécessaires. Mais il ne faut pas que tu le vois, à mon sens, de manière trop individuelle. C'est une journée, c'est collectif. C'est le droit de la femme en général. En général, oui. Et du coup, quand on observe les violences intraconjugales, etc., ça en fait partie, parce que je pense qu'il y a aussi des hommes qui doivent être battus. Et ceux-là, ils ont peut-être encore plus de mal à le signaler, parce que je vais pas dire encore plus honteux, mais peut-être que pour un homme, c'est encore plus délicat de le signaler, parce qu'ils sont censés être plus forts que les femmes. Bon, après, moi, je suis d'accord pour sensibiliser, mais
transformer ça comme un moment. Après, oui, il faut célébrer les femmes autour de nous, mais prendre ça comme, transformer ça comme la la fête de la Saint-Valentin, transformer ça comme une fête, comme on fait avec le Black Friday, une journée commerciale. Et c'est pas une journée commerciale. Mais, tu vois ça comme une journée commerciale, toi? Non, parce qu'il y a des entreprises, en fait, des commerces aussi qui font des réductions. Pour la journée de la femme. Pour la journée de la femme. En fait, j'ai vu. Peut-être c'est pas généralisé, mais j'ai vu un peu. Ouais, mais je pense que c'est galvauder le message parce que non, pour moi, c'est une journée de la cause féminine, comme t'as la semaine du développement durable où là, voilà, on parle de certains éco-gestes, de manière dont on doit se comporter pour respecter l'environnement. Là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour progresser au niveau de la condition féminine. Non, moi, ça ne me dérange pas cette journée-là. La fête des secrétaires un peu plus. J'aime bien les secrétaires, j'aime beaucoup les secrétaires, mais je trouve que voilà, c'est la journée où on offre un bouquet et puis le reste du temps on n'a rien à faire et on te parle comme un chien. Non, c'est tous les jours où on doit bien se comporter. C'est comme la Saint-Valentin, pour moi, ça n'a aucun intérêt non plus. Voilà, on est gentil tous les jours, ou alors on va regarder si l'herbe est plus verte ailleurs. Ouais. Merci, Manu. Je t'ai perturbée, là. Excuse-moi, Chris. C'est ça. Je te remercie, Manu. Merci d'être passé sur notre plateau de confort. J'espère te recevoir une prochaine fois. Mais avec plaisir. Chris, merci à toi. Merci. Ciao. Salut. Les chéris, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aurait plu. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix pour être notifié à chaque nouvelle publication. Et si jamais l'envie de participer à ce podcast tente, n'hésite surtout pas à m'envoyer un DM sur Instagram, zonedeconfort.podcast.